Awa Domelo proposait la possibilité que plusieurs cadres du parti soient autorisés à présenter leur candidature au cas où Laurent Gbagbo n'arrive pas à obtenir sa réinscription sur les listes électorales. Il affirme avoir multiplié les rencontres avec des figures politiques majeures comme Pascal Affi-N'Guessan, Simone Gbagbo ou Mamadou Koulibaly, le représentant régional des BRICS, pour créer une union plus forte. Henri Konan Bédié présidait donc aux destinées de la Côte d'Ivoire. Donc, il avait créé ce courant, la Renaissance, au sein du FPI, qui s'était par la suite même transformé en parti politique. La Renaissance, on l'oublie souvent. Et par la suite, il s'est rabiboché avec le président Laurent Gbagbo quand celui-ci est arrivé au pouvoir et on connaît son parcours au BNED. Mais je pense que là, il aura fort à faire quand même, parce que tous ceux qui ont essayé avant lui s'y sont piqués. Et là, je sais qu'il a effectivement envie d'être candidat, d'autant que, sauf erreur de ma part, selon nos informations, il a instruit des gens pour aller chercher les terminaux pour les parrainages. En l'occurrence, M. Balou Tibé, qui allait chercher les terminaux à la CEI pour les parrainages. Ça veut dire qu'il franchit un cap supplémentaire dans sa volonté d'être candidat. Je ne sais pas si ça ira loin parce qu'il marche sur les plates-bandes du PPACI. Je ne sais pas s'il a il a l'appareil, sinon il a les soutiens de certains membres de l'appareil. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, dès l'annonce donc de cette candidature, il y a une réaction du PPACI qui a donc tout de suite du président Laurent Gbagbo lui-même, parce que quand vous prenez le communiqué, c'est sur instruction du président Laurent Gbagbo que les personnes, donc M. Fernand Haïlé, qui est donc l'un des communicants du PPACI, a été démis secrétaire technique, aussi bien M. Donatien Dapa ont été démis. Bon, je sais aussi que dans le journal Ivoire Hebdo, on a publié une enquête sur les hommes de Awa Domelo. Ils sont nombreux au sein du PPACI, ça je peux l'attester. Est-ce que ça ira loin? Je ne sais pas. Alors justement, vous citiez tout à l'heure Kwaku Dapa, Donatien, juriste. Mais comment un parti qui n'a pas la capacité actuellement de mettre le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale? Je rappelle que la fin des parrainages, c'est pour le 25 août. Une fois les parrainages bouclés, si la candidature de Laurent Gbagbo n'est pas validée, son parti encore va se voir en train de boycotter. Ce n'est pas un outil important qui va contribuer à la vitalité du parti. Alors, moi j'estime que cette candidature ou ces propositions du docteur Awa Domelo sont plus réalistes. Mais elles posent des problèmes parce qu'il faut comprendre la sociologie politique ivoirienne. Dans l'imaginaire de plusieurs militants, Laurent Gbagbo à la haie, tous les pronostics ne semblaient pas miser sur sa liberté, il sort. Donc il y a un peu une perception messianique. On dit Laurent Gbagbo de la prison à la présidence. Mais le fait est qu'aujourd'hui, Laurent Gbagbo n'a pas son nom. Awa Domelo qui, comme le disait tout à l'heure M. André Sylvain Kona, est rebelle. Bon, moi je ne pense pas qu'il est rebelle. Certainement que dans la gauche socialiste, il est considéré comme l'une des personnes qui a des discours francs avec Laurent Gbagbo. L'un de leurs premiers discours, des échanges francs remontent à 1996 lors du congrès du FPI. Et la problématique, c'était la présidentialisation du Front populaire ivoirien. Les partis de gauche, généralement, ont des secrétaires généraux. Alors Laurent Gbagbo et certains amis ont voulu instaurer la présidence, lui étant président du comité de contrôle, qui avait un contre-pouvoir, n'était pas pour. Il ne partageait pas totalement le front républicain entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. C'est tout ça qui a contribué à la création de la Renaissance. Mais c'est toujours voulu direct. Je trouve son acte courageux, pragmatique et réaliste. Certainement qu'il aura fort à faire, mais j'estime que pour le background qu'il a, pour les relations qu'il a dû tisser durant son exil, il sait ça même ce dans quoi il s'engage. Et certainement que ça peut être aussi une opportunité pour le PPACI. Hein. Pour moi, ce débat-là prendra fin le jour de la proclamation des résultats ou des candidatures retenues par le Conseil constitutionnel. Et avec la gauche, on peut s'attendre quand même à tout. Très bien. Landry Couillon. Tu crois en une personne qui la déifie, où il y a l'unité ou l'uniformisation de la pensée chez les trotskistes?
le débat démocratique a droit d'y avoir lieu au sein du parti. C'est en cela qu'il discute tout. Il remet tout en cause parce que c'était cartésien. Il ne peut pas admettre que l'on dise, quand bien même rien ne présage que Laurent Gbagbo puisse être sur la liste électorale, il faut croire qu'il sera même élu président. Ça ne passe pas, le trotskiste qu'il est. Il a besoin qu'on lui apporte des éléments matériels, tangibles, lui permettant de pouvoir convaincre sa raison que militer en faveur d'une candidature unique de Laurent Gbagbo puisse être le choix le plus raisonnable possible. C'est en cela qu'il dit non. Il dit non parce que c'est la conséquence de son système de pensée, de l'architecture mentale qu'il a, de la formation politique qu'il a. Non. Ce n'est pas se rebeller, c'est d'être fidèle et loyal à lui-même, à ce en quoi il croit, à son intime conviction. Il dit non. Mais de quel nom s'agit-il? Parce que lorsque vous lisez le professeur Simplice Yodé Dion, dans sa dernière œuvre, qui a été intitulée L'apologie du non, il dit il y en a trois. Il y a le nom infantile, où on dit non à tout, et même à n'importe quoi. Et puis on peut revenir même sur son nom, sans justifier ce pourquoi est-ce qu'on avait dit non en peu temps. Et puis il y a le nom de raison. C'est lui qui est celui de l'indignation. Je dis non parce que. Et puis il y a un troisième nom qu'il appelle le nom authentique. Le nom de je dis non pour que. Parce que je veux apporter quelque chose de nouveau. Un nom progressiste. Quel est le nom de Don Melo qui lui permettrait de convaincre les personnes de l'accompagner dans cette démarche-là? Quel est ce nom-là qui permettrait bien sûr de mobiliser autour de lui suffisamment d'espérance afin que celui-ci soit présenté comme un candidat sérieux? C'est bien de cela qu'il s'agit. Et donc c'est à lui de pouvoir apporter les réponses, rassurer suffisamment au-delà du PPACI, parce que il faut bien comprendre que lorsqu'on veut devenir président de la République, c'est au-delà de sa sphère politique. Il faut être capable de pouvoir brasser bien au-delà. Donc s'il veut porter une candidature, dans le cas où Laurent Gbagbo ne serait pas retenu, de quel nom s'agit-il? Serait-il apprécié comme étant le rebelle de la gauche, qui dit non à tout, et qui s'oppose forcément à tout? Ou un nom de raison simplement d'indignation, ou d'un nom qui apporte une espérance nouvelle, celle d'une gauche reconstituée en capacité d'avoir une force de proposition puissante qui équilibre avec celle de la droite qui aujourd'hui trône sur la politique ivoirienne. En tout cas, même y compris Brevoudé, nous, on va aller vers lui si c'est pour la paix et la cohésion sociale, nous, on est avec lui. Pour les différents candidats, ils demandent qu'on va tout ça à la paix, pour s'écouter, pour la paix et le respect des Ivoiriens, pour les uns les autres, puis se comprendre bien d'avancement et développement, pour les biens et les protections. Voilà, la guerre peut jamais régler quelque chose que vous avez tous dans la main. C'est lui qui peut nous arranger vraiment, on peut toujours compter sur nous, mettre notre espoir sur lui pour le développement du pays, pour notre bien et pour l'avenir des enfants et demain. Et mon souhait le plus abondant dans ce pays, c'est la paix. Il faudrait qu'il y ait la paix dans ce pays. Et pour que cette paix soit, il faudrait que le président de la République, M. Alassane Dramane Ouattara, accepte de façon volontaire que tous les candidats se présentent à cette élection pour que le Bénin puisse gagner. Des ambitions politiques au quotidien économique, il n'y a parfois qu'un pas. Pendant que certains rêvent de diriger, d'autres luttent pour produire. Et dans ce contexte, le cacao fait l'actualité avec une flambée des prix inédite en Afrique de l'Ouest. Les prix du cacao ont plus que doublé en 2 ans dans cette région africaine qui fournit plus de 70% du cacao mondial. En cause, des conditions climatiques défavorables et des maladies qui ont fait chuter la production en Côte d'Ivoire et au Ghana. Résultat, un marché instable, des records de prix pour les producteurs ivoiriens, jusqu'à 1800 francs CFA le kilo et une hausse de 41% des prix de tablettes de chocolat aux États-Unis. La demande, elle, recule légèrement. Et même si Washington a suspendu les menaces de taxes sur le cacao ivoirien, le secteur reste sous tension. Avant de sombrer dans l'oubli après un drame tragique. Aujourd'hui, le lac retrouve peu à peu son éclat grâce à un regain d'intérêt pour le tourisme local. Entre frissons, fascination et patrimoine, le lac aux Caïmans redevient un symbole vivant de Yamoussoukro. Un reportage signé Spencer Ilanga, Wilson Ndri et Ahmed Badini. Au cœur de Yamoussoukro, à 2 pas de l'ancienne résidence présidentielle de Félix Houphouët-Boigny, s'étend le mystérieux lac aux Caïmans. Creusé dans les années 70. Longtemps boudé par les locaux, le site connaît aujourd'hui un regain d'intérêt. Le lac séduit désormais les Ivoiriens eux-mêmes, curieux de renouer avec ce pan vivant du patrimoine national.
On se connaît pas, on vient des origines diverses, mais chacun ici, c'est joli à voir. Moi, j'ai déjà payé un poulet pour les caïmans, mais c'est pas suffisant, c'est pas suffisant. Au minimum, il faut me 10 poulets pour un seul caïman. Voilà, donc vraiment, les autres, tu peux venir visiter, ça fait du bien. Moi, j'étais à Abidjan, j'ai entendu parler, je suis venu à Yap aujourd'hui, donc j'ai fait mon possible pour être là. Grâce à la relance du tourisme local, les caïmans autrefois nourris devant de rares visiteurs attirent désormais une foule régulière. Le site redevient un repère culturel où histoire et fascination se croisent. Nous sommes à Abidjan, à Yamoussoukro pour les vacances. Donc aujourd'hui, nous avons eu le temps de venir visiter le lac au Caïman. Bon, ça fait vraiment plaisir de voir qu'en Côte d'Ivoire, bon, on a vraiment beaucoup de lieux touristiques en fait. Donc vraiment, ça me fait un peu peur, mais en fait, c'est un peu intéressant. C'est un site touristique formidable. Voilà, et ça fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Et on invite tout le monde à passer par là dès que les personnes viennent à Yamoussoukro. Les crocodiles, les caïmans sont costauds, on va dire ça. Ils sont impressionnants, ils font peur. Et puis cette peur mêlée en même temps à l'envie de découvrir, ça fait plaisir. Pourtant, le lac au Caïman n'a toujours pas été ce lieu animé que redécouvrent les visiteurs aujourd'hui. Depuis le tragique décès du vieux Tico, ancien gardien des Caïmans, dévoré il y a plus de 10 ans sous les yeux de quelques témoins, le site avait sombré dans le silence. Ce drame avait profondément marqué les esprits et éloigné aussi bien les touristes que les habitants. Position, tu veux? Ok, viens chercher. Mais récemment, un vent de renouveau souffle sur ce lieu mythique grâce à Moussa, un jeune passionné d'animaux et qui a toujours vécu dans la capitale politique. Au temps de lever, il y avait plus de visiteurs qu'aujourd'hui. Parce qu'en ce moment, il y avait des touristes européens qui venaient et puis ils en profitent aussi de la basilique, des visites de la présidence, tout ça là. Donc maintenant, bon, comme le vieux aussi n'est pas là, nous aussi les jeunes là, bon, ça dépend de mon cœur quoi. Tu vois, le cœur que j'ai pour faire ça. Mais pas obligé de m'approcher trop, hein.